Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Merci aux organisateurs de m'avoir donné la chance de vous présenter quelques idées qui viennent de la Suisse francophone. Je dirige donc un service de psychiatrie communautaire et je suis addictologue. J'aimerais aborder 5 points avec vous. Il y a un Larsen terrible là. J'aimerais aborder 5 points avec vous. Vous rappeler la position particulière de la Suisse sur la question des drogues, qui évolue maintenant depuis presque 30 ans sur ces questions. J'aimerais vous montrer en quoi il ne faut pas oublier la réduction des risques dans le champ de la santé mentale. J'aimerais vous montrer l'expérience que j'ai conduite dans mon canton autour de la psychiatrie communautaire. Et puis, j'aimerais, avec 2 exemples, vous montrer comment on peut s'intéresser à la psychotraumatologie pour réduire les risques dans ces populations et en quoi les neurosciences vont nous montrer que la méditation est très utile. Ça pose la question d'une médecine du 3e ordre. Pardon. Ouais. La Suisse a été traumatisée par ces scènes ouvertes des drogues. Ici, vous avez le très célèbre Platzspitz, la Suisse, au cœur de sa place financière, avec sa jeunesse qui s'injectait des drogues. On est là à la fin des années 80. La Suisse était traumatisée. Il y a eu une véritable prise de conscience nationale et les citoyens ont décidé de prendre le problème en main. Il y a des pionniers dans la salle. Je vois qu'il y a Ambros Urtenhagen qui est ici. Et est née cette fameuse politique des 4 piliers qui a lancé une véritable réflexion sur le rôle de chacun et comment mettre en réseau tous les acteurs pour essayer de conduire les patients de la rue au rétablissement. Mais évidemment, ça a fait apparaître la question du sens de tout cela. Pour mémoire, les 4 piliers sont la prévention, la thérapie, la répression et la réduction des risques. Tout cela a été validé par des votations populaires. Votation populaire contre la substitution, pour la libéralisation, pour ou contre l'inscription dans la loi, pour le remboursement par les assurances maladie. Le peuple a été mobilisé systématiquement, on a voté de nombreuses fois, en tout cas au niveau national et aussi au niveau cantonal. Donc 25 ans de mise en œuvre avec des votations populaires. Mais il y a des poches de résistance et j'ai la malchance d'être dans un canton dont la politique s'est emparée du local d'injection pour en faire un sujet de combat dans la politique gauche-droite. Et la droite populiste s'est opposée au projet de local d'injection à Lausanne. Et voilà l'affiche qui a été placardée partout en ville. Bienvenue à Lausanne, Dope City, son lac, sa cathédrale et bientôt son shootoir. Alors même qu'on avait convaincu la population de toutes les bases scientifiques et de tout le bien fondé de ce qui avait déjà été fait à Genève, à Zurich et ailleurs, eh bien, nous avons été battus en votation populaire. Donc le peuple a voté avec une assez confortable majorité contre ce projet et nous avons dû réfléchir dans la région de Lausanne à des alternatives pour essayer d'atteindre les populations les plus vulnérables et les plus défavorisées. Je me suis donc tourné sur la question de la santé mentale et regardant un peu comment on pouvait s'inspirer pour améliorer les conditions de santé mentale dans ces populations, nous avons adopté le rapport de l'OMS de 2001 avec ses 10 recommandations pour la santé mentale. Je ne les traiterai pas toutes, mais vous voyez, dans le fond, l'idée, c'est d'étager et de répartir sur l'ensemble des partenaires l'effort de soins et de prévention. Le diagramme qui avait été dessiné par le groupe de travail, notamment il y avait Tom Baber de Farmington, qui était, je crois, président du groupe, on arrive à cette conclusion, en tout cas pour la santé mentale, mais aussi pour les addictions, que le but, c'est d'atteindre l'ensemble de la communauté et de, si possible, faire en sorte que la population elle-même puisse se prendre en charge, avoir les idées claires sur la compétence qu'ils peuvent acquérir. Évidemment, en compétences communautaires, avec les services sociaux, les écoles, les policiers, et puis les services de premier recours, la médecine générale étant au premier rang, et puis seulement alors des services communautaires comme le mien, et puis seulement au dernier recours, évidemment, des lits qui sont les plus coûteux et les moins utiles.
Nous avons donc créé ce service de psychiatrie communautaire en tablant sur le fait que les questions de santé mentale étaient des priorités de santé publique, que pour nos contemporains, le monde apparaît quand même souvent comme désenchanté, la vie absurde et dans une grande solitude. Nos contemporains sont concernés par l'addiction, l'agression et la dépression, et dans le fond, l'addiction se présente comme un paradigme psychosomatique et un paradigme psychosocioculturel. Ici, on a l'évolution de la psychiatrie depuis, disons, le siècle passé. On voit que dans le fond, la première psychiatrie est la psychiatrie asilaire, la seconde psychiatrie est la psychiatrie ambulatoire, et la troisième psychiatrie est la psychiatrie communautaire. On voit qu'on passe d'une logique asilaire, la protection, à une logique de désinstitution à travers les traitements ambulatoires, et qu'aujourd'hui, l'enjeu pour la santé mentale, c'est le rétablissement, c'est de reconnecter les gens, de les remettre dans le circuit et de leur retrouver la liberté. D'ailleurs, si on veut s'occuper de rétablissement, il faut bien faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la maladie, par exemple la schizophrénie, les déficiences, par exemple les symptômes qui produisent des défects, les incapacités, c'est-à-dire la difficulté à s'insérer précisément, et pour finir, les désavantages qui, on les connaît bien chez nos patients, relèvent de la discrimination et de la pauvreté. Et pour chacune de ces étapes, il s'agit de cibler des objectifs qui ne sont pas les mêmes. Il y a une grande différence entre faire des traitements, faire des apprentissages ou donner de l'empowerment. Ce qui fait que nous avons créé un réseau intégré qui tient compte de l'ensemble de ces recommandations. On a des équipes mobiles en seuil bas dans la rue, un centre intégré avec toutes les professions qui permet d'accueillir et d'investiguer les nouveaux cas, une unité d'addictologie hospitalière, des équipes de liaison, notamment pour les médecins de premier recours. Il y a une association dans notre région, ils sont 200 médecins qui font de la substitution au cabinet du généraliste. Et nous avons une équipe de mobilité qui va soutenir les médecins généralistes dans leur cabinet. Nous avons des conventions de collaboration avec les institutions résidentielles et surtout le canton monitore tout ça avec un pilotage pour savoir qui fait quoi, comment les patients circulent et pour avoir de l'information sur le rétablissement. Nous avons un programme pour les adolescents, nous faisons de la psychothérapie et de la recherche en neurosciences, nous y reviendrons. J'aimerais aborder deux exemples issus de cette politique qui permet d'offrir une alternative finalement aux réductions des risques, mais dans le champ de la santé mentale, c'est attirer votre intérêt sur l'importance de la psychotraumatologie. L'équipe de Ruth Lanius à Harvard a publié un magnifique bouquin sur l'impact des traumatismes qui surviennent dans l'enfance sur la santé des adultes. Et cette épidémiologie est très impressionnante. En tout cas, dans ma région, on a mesuré jusqu'à 80% d'antécédents traumatiques chez ces patients. En général, les garçons ont été maltraités physiquement et les filles ont subi des abus sexuels. Ce qui est intéressant, c'est que scientifiquement, on peut montrer que le trauma chez l'enfant provoque des séquelles psychobiologiques chez l'adulte. Il y a une distorsion de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien qui s'inscrit, et ça va s'inscrire jusque dans les mémoires, dans le cerveau, avec des conséquences psychosociales à long terme. Donc, il y a là un véritable enjeu thérapeutique pour la réduction des risques, pour la prévention, pour la thérapie et pour la réhabilitation, que nous avons exploré de la manière suivante. Nous sommes inspirés de l'équipe de Harvard qui a proposé un traitement orienté en phase, et nous l'avons validé à Lausanne et publié dans les archives suisses de neurologie et de psychiatrie. L'idée est que, dans le fond, dans ces pathologies précoces, des distorsions psychobiologiques concernent les relations d'attachement, et que ces patients, dans le fond, ont une incapacité à s'autonomiser et à explorer le monde. Le traitement orienté en phase, qu'on a baptisé TOP, est composé de 4 phases. La première constitue l'alliance. Il faut aller chercher les gens là où ils sont, donc c'est dans la rue, c'est autour de l'hygiène, autour des virus, autour du corps, souvent, effectivement. Et même s'ils n'ont pas de locaux d'injection, nous avons quand même des équipes mobiles qui vont dans les quartiers, et qui sont dans la rue la nuit, etc.
Cette alliance permet de faire accéder le patient à des traitements qui les stabilisent. La stabilisation se fait bien sûr par la substitution, mais aussi, étant donné la fréquence des comorbidités psychiatriques, par des traitements psychiatriques intégrés avec la substitution. On a beaucoup, évidemment, de troubles de la personnalité, de schizophrène, de troubles de l'humeur, etc. Quand la stabilisation est obtenue, eh bien, on peut à ce moment-là songer à l'intégration, et là, on n'oublie pas les antécédents traumatiques, et c'est les psychothérapies qui interviennent. Nous avons un groupe d'indications à la psychothérapie, qu'elles peuvent être psychodynamiques, elles peuvent être systémiques, cognitives, comportementales, rogeriennes ou d'autres inspirations encore. Et puis la dernière phase, une fois qu'on a attaqué le noyau traumatique, si vous voulez, ça libère le patient et ça lui permet de retourner, de se reconnecter avec la communauté. On a créé quelques indicateurs qui nous permettent de savoir pour les équipes dans quel stade on est. On voit par exemple que dans l'Alliance, le patient collabore concrètement avec ce que le centre peut offrir. Ça, c'est un critère d'Alliance. Ou bien, pour la reconnexion, le patient investit d'autres relations et contextes en dehors de ceux liés au traitement. Et puis, nous avons marié ce traitement centré sur les phases, en termes psychotraumatologiques, avec l'approche motivationnelle. Et comme vous le voyez sur ce petit dessin, dans le fond, le patient entre dans le système, dans l'Alliance, et à travers l'approche motivationnelle, on renforce l'alliance pour lui permettre d'aller dans la stabilisation. Et l'approche motivationnelle permet aux patients, dans le fond, d'entrer dans des réflexions sur l'intégration à travers la psychothérapie, et la psychothérapie permettant, dans le fond, de cibler le problème central du patient, eh bien, il peut alors, grâce toujours à l'approche motivationnelle, entrer dans la quatrième phase, la phase de reconnexion. Alors, quels sont les moyens pour accélérer et aider ces patients à sortir de cette traumatisation? Eh bien, il est quand même intéressant de considérer le rôle de la spiritualité, effectivement, parce qu'il y a de très nombreuses données qui montrent que la spiritualité a un impact favorable tant sur la santé physique que sur la santé mentale. C'est plutôt de sensibilité anglo-saxonne, et vous connaissez bien sûr le modèle des alcooliques anonymes. Pour la petite histoire, il faut quand même savoir que Bill a écrit les 12 étapes en état de conscience modifié. Et puis, dans les addictions, on connaît les rémissions spontanées où la place de la spiritualité est très importante. Et il y a même des outils pour la mesurer aux États-Unis, le Hope Questionnaire, 4 questions. Quelles sont vos sources d'espérance? Est-ce que vous faites partie d'une organisation? Est-ce que vous pratiquez? Est-ce que vous serez d'accord d'en parler dans le cadre de votre traitement à un professionnel de la question? Et puis, il y a quand même une réflexion méta, justement, et récemment, en Suisse, on a redécouvert Viktor Frankl. Viktor Frankl, c'est le successeur de Freud pour la chaire de neurologie à Vienne. Et il a été déporté à Auschwitz par loyauté à sa famille. Et dans le camp de concentration, il a fait des constatations sur le besoin de sens et la volonté de sens des gens, et il a montré que s'il y a un inconscient sexuel, il y a aussi un inconscient spirituel, et que s'il est refoulé, eh bien, les populations vivent le vide existentiel et produisent des névroses noogènes, donc des névroses liées à l'esprit ou au spiritus, si vous voulez, et que ça produit précisément de la dépression, de l'agression et de l'addiction. Donc, Viktor Frankl est un de ces psychiatres qui s'occupe de la question du dépassement de soi, de l'autotranscendance, et il plaide pour une psychologie qui ne soit pas seulement des profondeurs, mais aussi des hauteurs, et que, dans le fond, la responsabilité qu'on donne aux patients lui permet de construire sa vie et de donner du sens. Les neurosciences, aujourd'hui, nous ont accompagnés dans ces réflexions sur l'impact de la spiritualité pour montrer son efficience. Et dans le fond, le cerveau, aujourd'hui, c'est le troisième infini. C'est l'infiniment complexe. Il y a l'infiniment petit, l'infiniment grand, mais l'infiniment complexe, c'est une troisième sorte d'infini, en quelque sorte. Et finalement, l'esprit est la métaphore du niveau le plus élevé de l'appareil psychique. On est actuellement dans les neurosciences du self. Et il y a aussi une génétique qui s'intéresse à ça. Vous avez peut-être vu que certains Américains se sont amusés à appeler God gene le VAMT2, qui est un gène qui code la sensibilité du récepteur à la sérotonine. Donc, ils ont été assez vite en disant que si vous avez des déficiences en sérotonine, vous serez intéressé à la spiritualité. Donc,
hypothèse quand même un peu réductionniste. Et puis, on commence maintenant à connaître assez bien les zones cérébrales et les circuits qui sont activés pendant la méditation à l'extase. Là, c'est les travaux originaux de Newberg, c'est des années 2000. On voit un moine tibétain au repos et en méditation, et on voit l'activation des lobes frontaux et du lobe temporal profond. Et en clinique, on commençait à voir aussi l'intérêt de la méditation dans le rétablissement. Et voici les premières images qui nous ont montré que le mindfulness, la méditation en pleine conscience, agit très spécifiquement dans le cortex suborbitofrontal et qui est justement la région qui code pour le craving et pour la peur. Et dans le fond, en stimulant ces régions qui inhibent le craving et qui inhibent l'anxiété, on a un effet intéressant. Et je suis allé plus loin, voir un peu quels étaient les circuits, et les travaux de Malinowski à Liverpool ont montré que, dans le fond, dans la mindfulness, vous avez différentes motivations qui vous encouragent à la pratiquer. Oui, je vois. L'attention du patient en mindfulness est grandement stimulée. Il gagne en flexibilité cognitive, en flexibilité émotionnelle. Il accède par ces exercices répétés à une conscience non jugeante qui va l'améliorer au niveau de sa santé mentale, de son bien-être physique et mental. Ça mobilise des réseaux cérébraux qui sont maintenant bien identifiés. On retrouve le cortex frontal, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail. Et on voit que, dans le fond, lors d'une séance de méditation, on commence par se concentrer sur un objet. Puis, si on ne fait pas attention, on est distrait. Et c'est un système qui va nous le faire repérer. On va à ce moment-là essayer de retourner à l'objet. Et ces circuits qui sont mobilisés grâce à la plasticité neuronale permettent aux patients de gagner en désautomatisation. Et finalement, je crois que le craving et les comportements d'auto-administration des drogues sont quand même des mécanismes d'automatisation. Et nous n'avons pas beaucoup de moyens de désautomatiser, si ce n'est précisément des techniques de ce genre. Voici un exemple de méditation pour devenir sobre, sober. Donc, quand vous avez une envie, par exemple une envie de consommer de la cocaïne, eh bien, vous vous dites « stop ». Arrêtez le pilote automatique. Ensuite, vous observez les sensations qui interviennent dans le corps, les émotions et les pensées, et puis vous faites les exercices concentrés sur la respiration. Puis vous étendez votre conscience au reste du corps et vous prenez vos responsabilités. Sober, 5 choses très simples et on a un groupe d'entraînement pour lutter contre le craving et l'envie de consommer. Alors, je ne vais pas pouvoir m'étendre là-dessus à cause de l'horloge, mais vous savez qu'il y a maintenant de la recherche sur les états modifiés de conscience. Il y a des groupes qui travaillent sur l'ayahuasca. En Suisse, on a un groupe de psychothérapie sous LSD qui est actuellement en supervision. Il y a beaucoup de Eye Movement Desensitization Reprocessing aussi qui semblent faire ces preuves. Je vous passerai le néo-chamanisme, mais mon groupe actuellement travaille sur la démémoration et voir comment on pourrait apprendre à oublier, parce que finalement, on peut aussi se représenter l'addiction comme une hypermnésie addictive, si vous voulez. Nous avons eu la chance à Lausanne de recevoir le Dalai Lama il y a 2 ans, et nous avons passé toute une journée à réfléchir à la santé dans une optique élargie. Et je suis arrivé à la conclusion, en discutant avec le Dalai Lama, que dans le fond, il était tout à fait légitime de penser à un 3e ordre en médecine, parce que nous sommes très forts en Occident pour la médecine somatique. En Suisse, je pense qu'on a assez bonne psychiatrie. Par contre, on est beaucoup moins bon pour une médecine réflexive, faite, dans le fond, qui se concentrerait sur les objets spirituels que sont la sagesse et la compassion. Donc, en conclusion, je crois qu'on doit se représenter l'addiction de façon méta, c'est-à-dire en pensant tous les référentiels, et que la santé mentale est un référentiel extrêmement important pour la réduction des risques, qu'elle s'inscrit dans la boucle cerveau, esprit, culture, que l'addictologie est un paradigme intéressant pour explorer cette boucle, parce qu'on est précisément dans le carrefour psychosomatique et dans le carrefour psychosocioculturel mis en réseau. J'espère vous avoir montré qu'on ne peut pas parler d'angoisse, de stress et de trauma sans addiction, et d'addiction sans angoisse, stress et trauma.
J'espère vous avoir convaincu que la réduction des risques doit être mise en perspective avec le rétablissement et la reconnexion. J'espère vous avoir convaincu aussi que la réduction des risques, c'est aussi restaurer le lien et le sens dans une conscience élargie et que nous avons le droit de penser de la rue au rétablissement. Merci pour votre attention.